Dans cet épisode d'Énigmes noires, nous revisitons une affaire qui continue de hanter tant de personnes, la mort mystérieuse de Tama Horsford, une femme partie à une soirée pyjama et qui n'est jamais rentrée chez elle. Cette histoire, l'une des plus demandées et discutées que nous ayons jamais couvertes depuis sa première diffusion en 2021, soulève toujours plus de questions que de réponses. S'agissait-il vraiment d'un accident ou y avait-il quelque chose de bien plus sinistre derrière les événements de cette nuit-là ? En nous replongeant dans le récit de Tama, nous espérons rappeler à quel point la justice peut échapper et pourquoi il est essentiel de continuer à poser les questions difficiles, même lorsque le système semble cesser de chercher des réponses. Tamela Stan. Jour, né le 10 octobre 1978 à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, une petite île des Caraïbes, a passé ses premières années entourée de sa famille et de sa culture. Elle était l'une des deux filles de ses parents, avec sa sœur Summer. En 1989, alors que Tama avait 11 ans, sa famille a quitté l'île pour s'installer dans le Bronx, à New York, en quête de nouvelles opportunités et d'un avenir meilleur. Cependant, peu d'informations publiques sont disponibles sur la vie de Tama durant ces années. Ce que nous savons, c'est qu'elle a finalement rencontré son mari, Leander Horsford, alors qu'elle vivait en Floride. Leander avait déjà une fille d'une précédente relation, et après leur mariage, Tama a donné naissance à 5 fils. Elle a embrassé la maternité avec passion, plaçant toujours sa famille en priorité. Le travail de Leander a finalement conduit la famille en Géorgie, dans la ville de Cumming. Il s'agit d'une petite communauté majoritairement blanche du comté de Forsyth, un endroit qui n'est pas réputé pour sa diversité ou son inclusion. Pourtant, les Horsford y ont construit leur vie. Tama s'est rapidement adaptée à ce nouvel environnement. Elle passait ses journées à faire du bénévolat à l'école de ses fils, les conduisant à leurs activités parascolaires, notamment le football et les matchs de ligue junior. C'était une mère impliquée, toujours présente, toujours là pour encourager ses garçons depuis les tribunes. Ceux qui connaissaient Tama la décrivaient comme chaleureuse, gentille et pleine de vie. Elle possédait une personnalité magnétique, le genre de personne qui vous mettait à l'aise par sa simple présence. Elle était drôle, charismatique, le type de femme qui illuminait une pièce de son énergie. Et même si elle était l'une des rares femmes noires de la région, Tama a su trouver sa place. Elle a noué des amitiés avec les autres mères de joueurs de football, partageant les joies et les défis de la maternité et apportant de la joie à son entourage. C'était le genre de femme qui ne se contentait pas d'être là, elle brillait. Et c'est ce qui rend ce qui lui est arrivé si difficile à comprendre. En 2018, Tama et sa famille étaient bien établis en Géorgie, et leur vie était épanouie. Ses filles grandissaient vite, et sa belle-fille, que Tama avait élevée comme la sienne, était désormais une adulte, commençant sa propre vie. Tout allait bien. Elle faisait ce qu'elle aimait le plus. Être mère, soutenir sa famille et rester connectée à la communauté. Cet automne-là, l'une des femmes avec qui Tama s'était liée d'amitié, rencontrée grâce à l'équipe de football de son fils, organisait une fête d'anniversaire. Il s'agissait du 45 anniversaire de Jean Myers. Le plan était d'organiser ce qu'elles appelaient une soirée pyjama à l'ancienne. Une nuit pour les femmes avec des boissons, de la nourriture et de l'amusement, sans avoir à se soucier de rentrer chez elles. La fête devait avoir lieu chez Jean le soir du 3 novembre 2018. Les invités étaient censés arriver vers 19h. Mais Tama, comme la plupart des mères avec une maison pleine d'enfants, avait des choses à régler avant de pouvoir sortir. Elle a préparé le dîner pour sa famille, s'est assurée que tout était en ordre, puis s'est finalement rendue à la fête. Elle est arrivée vers 20h30. Et honnêtement, c'est tellement typique d'une mère, je ne pense pas avoir été à l'heure pour quoi que ce soit depuis que j'ai des enfants. Le fait que Tama soit arrivée un peu en retard est donc tout à fait compréhensible. Selon toutes les personnes présentes, Tama est entrée et est instantanément devenue l'âme de la fête. Elle a enfilé son pyjama, une combinaison blanche confortable ornée d'empreintes de pâtes, et a apporté une bouteille de tequila, apparemment en cadeau pour Jean. La plupart des femmes présentes étaient des amies ou des connaissances via le football, bien qu'il y en ait eu quelques-unes que Tama ne connaissait pas. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les femmes buvaient, riaient et jouaient à des jeux. L'ambiance était décontractée et joyeuse. Selon les rapports, Tama buvait la tequila qu'elle avait apportée. Et tandis que tout le monde buvait également, plusieurs femmes ont souligné que Tama était la seule à boire de la tequila. Cette soirée était censée être réservée aux femmes, mais le petit ami de Jean, José, et le mari d'une autre invitée sont finalement restés. Les femmes sont restées principalement à l'étage, tandis que les hommes regardaient le football au sous-sol. Finalement, tout le monde s'est réuni pour jouer à Cards Against Humanity, et de la vie générale, l'ambiance était toujours légère et joyeuse. Tama, qui était fumeuse, sortait sur la terrasse arrière périodiquement pendant la nuit pour fumer.
Des photos de la fête la montrent souriante, s'amusant, profitant simplement d'une soirée entre amis. Il y a même une vidéo où elle semble de très bonne humeur. Elle ne paraissait pas excessivement ivre. Et d'autres invités ont par la suite déclaré qu'elle ne semblait pas si ivre que cela. Vers 23h30, Tama a appelé son mari en FaceTime pour prendre des nouvelles, ce qu'elle faisait probablement régulièrement lorsqu'elle sortait le soir. Après cela, la fête a lentement commencé à se calmer. 2 des femmes sont parties peu de temps après, n'ayant pas prévu de passer la nuit et devant rentrer chez leurs enfants. Vers 1h du matin, la plupart des invités étaient allés se coucher. Tama, cependant, n'était pas prête à ce que la fête se termine. Et selon les personnes présentes, elle essayait de convaincre les gens de rester éveillés avec elle, mais finalement, même la dernière personne restante s'est couchée. Jean et José ont déclaré être allés se coucher vers 1h30 du matin. À ce moment-là, Tama était toujours éveillée avec une autre femme nommée Bridget. Bridget a déclaré avoir quitté la fête vers 1h47 du matin. Selon elle, Tama mangeait un bol de gombo et a mentionné qu'elle allait fumer une dernière cigarette avant d'aller se coucher. Le système de sécurité de la maison semble confirmer l'emploi du temps de Bridget, enregistrant son départ à 1h47, mais personne d'autre n'a admis avoir vu Tama vivante après cela. Le lendemain matin, vers 8h45, la tante de Jean, Maline, qui vivait également dans la maison mais n'était étrangement pas répertoriée comme l'une des invitées de la fête, s'est réveillée et a commencé à préparer son café. Elle se trouvait au sous-sol lorsqu'elle a regardé par la fenêtre et a vu quelque chose qui l'a glacée. Le corps de Tama, allongé face contre terre dans le jardin. Elle a déclaré à la police qu'elle pouvait voir la combinaison blanche à empreinte de pattes et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Elle a dit être tombée à genoux et avoir prié, puis elle est montée à l'étage pour raconter à Jean et José ce qu'elle venait de voir. Selon les rapports, elle aurait dit à Jean, et je cite, « Quelque chose ne va pas avec votre ami des îles », ce qui est honnêtement une façon étrange de désigner quelqu'un qui vivait aux États-Unis depuis l'âge de 11 ans. Oui, Tama était née dans les Caraïbes, mais elle avait passé près de 3 décennies dans ce pays, donc ce commentaire semble déplacé. Et pour être honnête, cela ressemble plus à quelque chose dit après coup pour adoucir une remarque bien moins polie et plus insensible. Maline a informé Jean et José, et selon eux, ils se sont ensuite habillés et sont sortis. Mais il était évident que Tama était déjà morte. Juste avant 9h, Jean a passé un appel au 911. Dans cet enregistrement audio, elle commence immédiatement à offrir ce qui ressemble à une explication de la mort de Tama avant même que de véritables questions ne soient posées. C'est comme si elle préparait déjà le terrain, essayant d'établir le récit dès le début. Après que Jean ait parlé à l'opérateur, elle a passé le téléphone à son petit ami, José, qui a dit à l'opérateur que Tama ne bougeait pas. L'opérateur du 911 lui a ensuite demandé s'il voyait du sang, et José a répondu qu'il n'était pas sûr, qu'il ne savait pas s'il devait la bouger, pour vérifier s'il y avait du sang en dessous. L'opérateur lui a ensuite demandé si Tama respirait. C'est alors qu'il est devenu clair que personne n'avait même vérifié. Pensez-y, Tama gisait face contre terre dans le jardin, et aucune personne sur les lieux, des gens qui prétendaient être ses amis, n'avait fait le moindre effort pour voir si elle était encore en vie. Tout au long de l'appel, Jean et José ont tous deux mentionné que Tama avait bu et ont spéculé qu'elle aurait pu tomber du balcon. Mais ce qui frappe le plus de nombreuses personnes ayant écouté cet appel, c'est le ton. Le manque total d'urgence ou de détresse dans leur voix. Il ne semble y avoir aucune panique, aucun désespoir, aucun choc que quelqu'un avec qui ils venaient de passer la nuit gise désormais sans vie dans leur jardin. Au lieu de cela, l'appel semble presque clinique, factuel, comme s'ils appelaient pour une clôture cassée, et non pour la mort inattendue d'une amie. Et c'est quelque chose qui, à ce jour, continue de troubler les gens et de soulever des questions sur ce qui est réellement arrivé à Tama Horsford. Car plus on examine les détails, plus on commence à réaliser que tout ne concorde pas cette nuit-là. Et ce qui s'est passé après l'appel au 911 n'a fait qu'épaissir le mystère. Le 3 novembre 2018, Tama Horsford, âgée de 40 ans, a assisté à une fête d'anniversaire. Le lendemain matin, elle a été retrouvée morte dans le jardin. Immédiatement, des questions ont commencé à surgir sur les causes de sa mort, sur les personnes présentes, et surtout sur le fait de savoir si c'était réellement un accident. Environ 15 minutes après l'appel au 911, la police est arrivée sur les lieux. Les officiers ont rapidement déterminé que Tama était déjà morte et ont donc informé les ambulanciers qu'ils n'avaient pas besoin de se déplacer. Dès le début, il était clair que la police croyait à la version des propriétaires, selon laquelle la mort de Tama était un accident. En conséquence, ils ont traité la scène comme telle, l'abordant comme s'il s'agissait d'une simple chute tragique. Ils ont demandé à de nombreux participants à la fête de revenir plus tard pour des entretiens. Mais ce qui est choquant, c'est ce qui n'a pas été fait. Aucune empreinte digitale n'a été recueillie,
Aucun ADN n'a été prélevé sous les ongles de Tama et aucune procédure n'a été effectuée pour vérifier une éventuelle agression sexuelle. Le détective principal a cependant noté une chose. La position du corps de Tama semblait étrange. Elle était face contre terre, ce qui ne correspondait pas tout à fait à l'histoire d'une simple chute. Et rappelez-vous, la maison de Jean était équipée d'un système de sécurité qui enregistrait chaque ouverture et fermeture de porte, avec des notifications envoyées directement sur son téléphone. Jean a montré aux enquêteurs le journal du système, qui a révélé quelque chose d'intéressant. À 1h49 du matin, la porte arrière menant au balcon s'est ouverte. 1 minute plus tard, à 1h50, elle s'est refermée. Puis, 7 minutes plus tard, elle s'est ouverte à nouveau et est restée ouverte jusqu'à ce que Jean et José descendent le lendemain matin. Selon eux, la porte était simplement restée grande ouverte, mais ce détail a soulevé plus de questions que de réponses. Alors que la police poursuivait ses entretiens, la chronologie des départs a commencé à prendre forme. Après le départ de Bridget à 1h47, la prochaine invitée à partir fut une femme nommée Marcy. Elle est partie vers 4h10 du matin, expliquant qu'elle devait se rendre tôt au travail. Puis, à 7h45, une autre invitée, Paula, est partie. Et vers 8h30, Stacy et son mari Tom, l'autre invité masculin de la fête, sont également partis. Jennifer, dont le mari l'avait déposée et récupérée, est également partie à peu près au même moment. Les pièces du puzzle de la nuit commençaient à s'assembler, mais elles ne faisaient que soulever davantage de questions sur ce qui s'était réellement passé. Or, bien que la maison de Jean fût équipée d'un système de sécurité qui aurait disposé de vidéosurveillance, il n'enregistrait ironiquement pas la nuit de la mort de Tama. 2 heures après l'arrivée de la police sur les lieux, Tama a été officiellement déclarée morte. Son corps a ensuite été emmené pour une autopsie. Mais même en attendant le rapport du médecin légiste, la police a continué à traiter la mort de Tama comme rien de plus qu'un malheureux accident. Et le médecin légiste du comté de Forsyth a appuyé cette version. Ils ont jugé la mort de Tama accidentelle, affirmant qu'elle avait un taux d'alcoolémie près de 3 fois supérieur à la limite légale, ainsi que des traces de marijuana et de Xanax dans son système. Selon le médecin légiste, l'intoxication a probablement joué un rôle dans sa chute. Les personnes présentes à la fête avaient dit à la police que Tama fumait de l'herbe cette nuit-là, mais que Jean lui avait demandé d'arrêter en raison du travail de José. La police a déclaré plus tard avoir trouvé des feuilles à rouler dans le sac à main de Tama. Ces détails ont été utilisés pour renforcer l'idée qu'elle était sous l'influence de substances, suffisamment pour faire une chute mortelle. Ils ont même pointé du doigt une cigarette non allumée trouvée sur le porche et les journaux des portes du système de sécurité pour étayer leurs conclusions. À leurs yeux, Tama était sortie fumer vers 1h57 du matin et était accidentellement tombée du balcon. Affaire classée. Mais pour ceux qui connaissaient et aimaient Tama, cette explication n'a jamais eu de sens. Oui, Tama aimait s'amuser et elle avait peu être bu cette nuit-là, mais personne, pas même les personnes présentes à la fête, ne l'a décrite comme trébuchant, marmonnant ou ivre au point d'être désordonnée. Alors, si elle n'était pas aussi affaiblie qu'il le prétendait, pourquoi serait-elle simplement tombée? Lorsque le rapport d'autopsie est revenu, les questions n'ont fait que s'intensifier. Le médecin légiste a listé les blessures de Tama comme étant compatibles avec une chute. Mais l'étendue de ces blessures a soulevé des doutes. Le balcon d'où elle aurait chuté se trouvait à environ 4, 5 à 6 mètres de hauteur. Une chute qui pourrait blesser quelqu'un peut être même casser des os, mais pas nécessairement le tuer. Tama avait subi un traumatisme contondant à la tête, une fracture du cou, une luxation du poignet, des lacérations au cœur et de multiples éraflures et ecchymoses sur le visage, les doigts, les bras et les jambes. Mais voici le problème. Tama portait une combinaison polaire à manches longues. Alors, comment a-t-elle eu des coupures aux bras et aux jambes? Comment s'est-elle luxé le poignet et fracturé le cou et s'est-elle retrouvée face contre terre après une chute d'un balcon relativement bas dans l'herbe? Les photos de la scène ne montrent ni rochers, ni buissons, ni débris coupants, juste de l'herbe et une ligne de paillis qui bordait le jardin. Et son corps, même si elle était tombée, aurait atterri au-delà de cette ligne de paillis. Rien n'indique qu'elle ait bougé après avoir touché le sol. Malgré cela, le bureau du shérif du comté de Forsyth a officiellement clos l'affaire le 19 février 2019. Mais les proches de Tama ont été méfiants dès le début. L'idée qu'elle soit simplement tombée ne leur a jamais paru juste. Ils la connaissaient. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, et il y a eu des problèmes dès le départ.
Sa famille n'a jamais eu accès aux photos d'autopsie et a été contrainte de se fier uniquement au rapport écrit pour tenter de reconstituer ce qui s'était passé. Et puis il y a eu les incohérences, non seulement dans l'enquête, mais aussi dans ce que les enquêteurs disaient à la famille. Au début de l'affaire, le détective principal, Mike Christian, a dit au père de Tama, Kurt Stour, que les blessures de Tama semblaient indiquer qu'elle avait subi une chute au sol, ce qui signifiait qu'elle n'était pas tombée du balcon. En fait, un rapport de police initial indique même que les officiers croyaient, au départ, qu'elle avait trébuché sur un aménagement paysager avant de mourir. Mais cette théorie n'a pas tenu. Elle n'avait aucun sens. Et donc, discrètement, ils ont changé l'histoire. La théorie du balcon a été introduite plus tard. Et Christian a admis que c'était une erreur d'avoir parlé au père de Tama de la première version de l'histoire. Mais était-ce vraiment une erreur ? Ou simplement un cas où les preuves ne correspondaient pas à la version de l'histoire qu'ils avaient décidé de privilégier. Mais avec le temps, la famille et les amis de Tama ont de plus en plus commencé à remettre en question l'enquête de la police et les récits des personnes présentes à cette fête. Puis, un événement a tout changé. Une photo de cette nuit-là a commencé à circuler en ligne. Tama, la seule femme noire, à une fête pleine de personnes blanches, souriante sur un canapé, dans sa combinaison à empreinte de pâte. Les internautes ont immédiatement été attirés par son histoire. L'image était troublante et a déclenché la première vague de questions sur les réseaux sociaux concernant ce qui était réellement arrivé à Tama Horsford. L'une de ses plus proches amies est devenue un moteur de la campagne pour la justice. Et bientôt, la manière dont l'enquête avait été menée ou bâclée s'est retrouvée sous les feux des projecteurs. La scène n'avait pas été correctement sécurisée. La police n'a pas recueilli de preuves essentielles. Et bien qu'ils aient parlé aux personnes sur les lieux, les entretiens formels n'ont eu lieu que 2 jours plus tard, laissant à chacun amplement le temps de fignoler son histoire. Et pourtant, ces récits ne concordaient pas. Selon les rapports, il y avait des incohérences dans ce que les invités ont déclaré, notamment concernant l'heure à laquelle ils se sont réveillés. Le système de sécurité pouvait suivre l'activité des portes, mais pas qui partait ou qui se déplaçait à l'intérieur. Or, un rapport suggère que la tante de Jean, Malines, aurait pu être debout dès 7h30 du matin. Et une autre invitée, Jennifer, a déclaré à la police qu'elle s'était réveillée entre 7h30 et 7h45 et attendait son mari. Vers 8h00, Jennifer aurait dit aux enquêteurs que Malines était debout et agissait de manière suspecte, mais Jennifer a ensuite modifié sa déclaration pour qu'elle corresponde à la chronologie de Malines. Si la version originale de Jennifer était vraie, cela signifierait que Malines aurait pu voir le corps de Tama près de 2 heures avant que quiconque n'appelle le 911. Malines a d'abord dit qu'elle avait trouvé le corps en sortant vérifier le temps, mais plus tard, elle a affirmé avoir vu Tama par la fenêtre et avoir prié avant d'alerter Jean et José. Il y avait aussi des questions sur la chronologie des arrivées. Jean a initialement dit à la police que Tama était la dernière invitée à arriver, mais ce n'était pas vrai. Une autre femme est arrivée après Tama, et la désormais tristement célèbre photo de groupe sur le canapé a été prise avant même que la dernière invitée ne soit arrivée. La photo, d'ailleurs, a été prise par Malines. Toutes ces incohérences n'ont fait qu'alimenter les soupçons. Quelque chose ne semblait pas juste. Et ce n'était pas seulement les proches de Tama qui le disaient. Même l'une des femmes qui avait quitté la fête tôt cette nuit-là a déclaré à la police qu'elle ne comprenait pas comment Tama aurait pu tomber. Elle a dit qu'elle était allée sur cette terrasse une centaine de fois, l'avait examinée sous tous les angles, même lorsqu'elle était ivre, mais elle ne parvenait pas à imaginer comment Tama aurait pu tomber. L'enquête discutable et le comportement étrange des personnes présentes à la fête ont conduit beaucoup à croire qu'il s'agissait de bien plus qu'un tragique accident. C'était une dissimulation. Et il n'échappait à personne que cela se passait à Cumming, en Géorgie, une ville où seulement 4% de la population est noire. Un endroit connu depuis des années comme un point de rassemblement pour les suprémacistes blancs. Pendant des décennies, Cumming avait été une ville entièrement blanche, ouvertement hostile aux résidents noirs. Et bien que la composition raciale de la région ait lentement commencé à changer, l'histoire est restée et elle persistait juste sous la surface. Les gens ont donc commencé à se demander si cela avait été une femme blanche retrouvée morte lors d'une fête pleine de personnes noires dans un quartier majoritairement noir, la police aurait traité l'affaire de la même manière. Mais dans les mois qui ont suivi la mort de Tama, sa famille et ses amis ont tout fait pour maintenir son histoire en vie. Et les réseaux sociaux sont devenus un outil puissant. Cependant, un détail ne pouvait être ignoré, le travail de José. Il n'était pas seulement le petit ami de Jean. Il était un ancien agent de probation et travaillait à l'époque dans les services de pré-jugement. Dans une petite ville comme Cumming, cela signifiait qu'il connaissait très probablement, et avait peu, être de l'influence sur les mêmes officiers qui enquêtaient sur la mort de Tama. Mais à mesure que l'attention sur l'affaire grandissait, les personnes qui avaient assisté à la fête ont commencé à recevoir des menaces de mort.
Finalement, certains d'entre eux ont intenté une action en justice contre l'une des principales partisanes de Tama, l'accusant de les mettre en danger en les nommant et en partageant leurs photos en ligne. Mais cette action en justice a finalement été rejetée. En décembre 2018, un mois seulement après la mort de Tama, le petit ami de Jean, José, a été licencié de son poste d'agent de service pré judiciaire. La raison: il avait été surpris en train de tenter d'accéder à des dossiers liés à l'affaire de Tama, des dossiers qu'il n'avait aucune raison de consulter. Pour le public, cela n'a fait qu'accroître les soupçons autour de lui. Pourquoi tenter d'accéder au dossier si ce n'est pour contrôler le récit ou cacher quelque chose? Mais à ce moment-là, la police avait déjà classé l'affaire et l'histoire de Tama avait déjà commencé à disparaître des gros titres. Comme tant d'autres affaires impliquant des femmes noires, l'intérêt n'a pas duré. Mais en 2020, au milieu d'une prise de conscience nationale autour de la justice raciale et de la responsabilité policière, l'affaire de Tama a fait un retour en force dans la conversation publique. Cette photo désormais tristement célèbre d'elle, la seule femme noire à une soirée pyjama avec uniquement des invités blancs, a recommencé à circuler en ligne, déclenchant une nouvelle vague d'indignation. Cette fois, elle a attiré l'attention de célébrités comme 50 Cent, TI et Kim Kardashian, qui ont tous utilisé leur plateforme pour exiger des réponses et appeler à une nouvelle enquête. Puis, le 5 juin 2020, l'avocat de la famille Orford a publié une déclaration après avoir mené sa propre enquête indépendante sur la mort de Tama, et ce qu'ils ont découvert était alarmant. La lettre indiquait, et je cite, « Les déclarations des témoins sont contradictoires. Un sujet potentiel à manipuler le corps ainsi que les preuves avant l'arrivée des forces de l'ordre. » Un fait remarquable est qu'aucune photographie n'a été prise lors de l'autopsie du corps de Tama. Cela a été fait sur directive de quelqu'un car une telle pratique est inouïe. La lettre affirmait également clairement qu'il y avait de fortes raisons de croire que Tama avait été assassinée. Une semaine plus tard seulement, sous la pression publique croissante et une attention renouvelée, le bureau du shérif du comté de Forsyth a demandé au bureau d'enquête de Géorgie de reprendre l'affaire. À l'été 2020, le GBI avait officiellement rouvert l'enquête sur la mort de Tama. Et pendant un bref instant, il y a eu de l'espoir. L'espoir que, peut-être, cette fois, la vérité éclaterait enfin. Mais au fil des mois, les gros titres se sont à nouveau tus. Comme tant d'autres mouvements de justice sociale en ligne, l'élan s'est estompé et les gens sont passés à l'histoire suivante. Pourtant, la famille et les amis de Tama ont tenu bon. Ils espéraient que l'implication du JBI, une agence externe, apporterait de véritables réponses, que cette fois, ils ne seraient pas ignorés. Mais cet espoir fut de courte durée. Le 26 juillet 2021, un peu plus d'1 an après le début de leur enquête, le GBI a annoncé sa conclusion. Il ne déposerait aucune accusation et était d'accord avec la conclusion initiale selon laquelle la mort de Tama n'était rien de plus qu'un tragique accident. Une fois de plus, les proches de Tama se sont retrouvés avec plus de questions que de réponses. Et une fois de plus, ils ont clairement indiqué qu'ils n'acceptaient pas les conclusions. Ils ne croient pas que la mort de Tama était un accident. Et ils ont juré de continuer à se battre pour des réponses, pour la vérité et pour la justice. Cela fait presque 7 ans que Tama est allée à une fête d'anniversaire et n'est jamais rentrée chez elle. À ce jour, de nombreuses questions concernant ce qui s'est passé cette nuit-là restent sans réponse. Dès le début, la version officielle était que Tama était tombée accidentellement d'un balcon après une nuit de beuverie. Mais pour beaucoup, cette explication n'a jamais eu de sens complet. Ce qui est souvent négligé, c'est qui était Tama. Au-delà des gros titres et des spéculations, elle était une mère dévouée de 6 enfants, y compris sa belle-fille, qui était alors enceinte de ce qui aurait été le premier petit enfant de Tama. Elle était une épouse, une amie, et quelqu'un de profondément aimé par son entourage. Malgré la décision selon laquelle sa mort était accidentelle, ses proches ont continué à exprimer leurs préoccupations concernant l'enquête, depuis la manière dont la scène a été gérée jusqu'aux déclarations contradictoires des témoins et aux blessures détaillées dans le rapport d'autopsie. Et ils n'ont pas accepté que ce soit un accident. Près de 7 ans plus tard, ils sont toujours à la recherche de réponses. Et son histoire reste importante. Non seulement à cause de la façon dont elle est morte, mais aussi à cause de la lutte pour comprendre pourquoi, et tant que cette lutte ne prendra pas fin, son histoire continuera d'être racontée. Que Tama Horsford repose en paix.